Je m'appelle Julie Garec. Je suis élève au sein du lycée Henri IV à Paris. Je suis élève de Monsieur Raymond en histoire géo et en DNL parce qu'on est en section euro, donc on a des cours d'histoire géo en allemand. Je vais d'abord commencer par parler du prix en général avant de poser des questions un peu plus approfondies à Monsieur Gruzinski. Donc le prix a été créé en 2021 par Monsieur Raymond, mon professeur, et Monsieur Serrier, qui sont de grands amis. Ce sont 5 livres de recherche qui sont sélectionnés et qui sont lus par de nombreux lycéens dispersés dans beaucoup de lycées français. Ce sont des livres d'histoire et qui n'excèdent pas 300 pages en général, sauf coup de cœur. Le prix est remis en septembre durant le salon du rendez-vous de l'histoire à Blois. C'est en collaboration avec le magazine L'Histoire. Et la remise de prix a lieu le premier samedi. Et cette année, on est à la 6e édition. Et donc, Monsieur Gruzinski, vous avez été sélectionné pour participer à ce concours avec 4 autres historiens. Vous avez été sélectionné avec votre livre « Quand les Indiens parlaient latin, colonisation alphabétique et métissage dans l'Amérique du XVIe siècle », qui a été publié à Paris aux éditions Fayard en 2023. Et donc, je vais vous demander si vous voulez bien donc, de présenter votre livre, de vous présenter vous, ainsi que de présenter les sources et pourquoi avez-vous choisi ce sujet. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre présentation. Alors, je vais essayer d'être très court. Le problème, c'est que j'ai 75 ans et donc ça fait à peu près 53 ans que je travaille sur le sujet. Donc, très difficile de faire ça en quelques mots. Je suis un élève d'abord du lycée de Tourcoing, donc je viens du Nord. En 67, j'arrive là où vous êtes, c'est-à-dire au lycée Henri IV, septembre 67. 68, j'ai de la chance, mai 68, je fête mai 68 comme interne au lycée Henri IV, et vous imaginez ce que j'ai pu vivre là-bas. Et là, à Paris, qu'est-ce que je fais? J'entre à l'école des Chartes, donc études d'archiviste paléographe, et en même temps, je fais licence, maîtrise à la Sorbonne, sous la direction de Pierre Goubert. Donc, double formation. L'autre point important du parcours, pour faire très vite, j'ai la chance d'être envoyé à Rome, école française de Rome, ensuite d'aller en Espagne, Séville, Madrid, puis de passer 10 ans au Mexique. Et donc, j'ai autant appris, je dois le dire, dans ces pays que j'en avais appris à Paris ou dans le lycée. J'ai appris d'autres langues, j'ai appris surtout d'autres historiographies et d'autres histoires en Amérique latine, mais aussi en Italie, par exemple, ou en Espagne. Donc ça, c'est le parcours. Et puis, je rentrerai en France, j'aurai la chance d'être accepté au CNRS et ensuite à l'école des hautes études en sciences sociales. Je ne vais pas en dire plus, simplement que j'ai eu un parcours hyper privilégié puisque j'ai pu préparer ma thèse, mes premières recherches dans des conditions qui n'existent plus aujourd'hui. À l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui la précarité pour les gens qui sortaient de l'école des Chartes ou d'autres écoles n'existait pas. Alors, ça, c'est sur le parcours. Une chose qui est importante pour comprendre le livre, c'est peut-être ma conception de l'histoire, mais qui n'est que ma conception de l'histoire. C'est-à-dire, moi, l'histoire m'intéresse, c'est-à-dire pour comprendre le présent. C'est-à-dire, j'ai toujours cherché dans le passé que j'étudiais, en l'occurrence l'Amérique latine, l'histoire coloniale du Mexique, du Brésil, du Pérou, des éléments pour comprendre le présent. Donc, j'ai travaillé sur la question des images, parce que j'ai découvert là-bas l'importance des images dans la construction d'une société, ça c'était une chose, mais aussi sur les mélanges, les métissages. Et je me suis rendu compte quand je rentrais à Roubaix-Tourcoing du Mexique, très loin, que le pays métis, c'était la France, c'était plus le Mexique, et que je me retrouvais dans une société absolument différente qui bougeait sous mes yeux. Et donc, l'intérêt pour l'historien, c'est l'historien du XVIe siècle, d'aller voir comment ça se passe au XVIe siècle quand des Africains, des Européens, des Asiatiques, des Amérindiens se mélangent. Et puis, je me suis intéressé aussi, pour des raisons qui sont évidentes, à la mondialisation. Et le livre que vous avez entre les mains est une façon pour moi, on vient de le vivre avec ces problèmes techniques, j'essaie de comprendre à mon âge ce que ça veut dire de quitter le monde analogique, c'est-à-dire le monde du livre, le monde des bibliothèques, le monde de l'écrit, le monde où on avait la chance d'avoir un contact direct, et pas cette chose absolument artificielle qu'est de vous regarder sur un écran, qui est pour moi une monstruosité humaine. C'est-à-dire quitter ce monde matériel ou physique, si vous voulez, vers un monde dématérialisé. Donc ça, c'est important, j'essaie de comprendre ça. Et là,
je me suis rendu compte, à cause de mon grand âge, de la disparition du papier. Le papier disparaît de notre vie quotidienne. Et disparition du papier, ça veut dire la disparition des lettres, des correspondances. Et moi, je m'en perçois parce que maintenant j'ai des archives, j'ai correspondu avec beaucoup d'historiens américains, mexicains, européens. À partir d'une certaine date, tout ça disparaît. Ça, c'est un premier point important pour comprendre le point de départ du livre, qui n'est pas le XVIe siècle, mais qui est le présent, c'est-à-dire la disparition du papier, le passage dans un autre monde. Et puis, il se fait que je ne suis pas simplement un chercheur du CNRS ou de l'École des hautes études, je suis un enseignant, j'enseigne toujours en Amazonie, j'enseigne tous les ans, à peu près 1 mois et demi ou 2 mois, et j'ai l'occasion de visiter des communautés indigènes. Et je me souviens, j'ai été très frappé dans ces communautés indigènes de voir que ces communautés, eh bien, elles achetaient des ordinateurs, elles construisaient des petites écoles, et que ces indigènes de l'Amazonie, dont vous avez certainement des images dans la tête, eh bien, essayaient par tous les moyens de s'approprier ce qui fait aujourd'hui notre société, c'est-à-dire les instruments numériques, l'informatique. Donc ça, c'est important, si vous voulez, pour comprendre le point de départ du livre. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du monde contemporain, bien entendu, ni de l'informatique. J'essaie simplement de comprendre dans quel monde je vis et dans quel monde je vais mourir. Et donc, je suis retourné sur mes archives, sur le XVIe siècle, et j'ai relu ce XVIe siècle en pensant à ce que j'appelle cette colonisation digitale que nous subissons tous, que nous subissons ce soir, que moi je subis dans mon séminaire à Branly. Et pour la comprendre, non pas pour l'expliquer, parce que ce serait très prétentieux, l'historien ne va pas utiliser le passé pour expliquer le présent, mais au moins pour prendre du recul, je me suis interrogé sur quelque chose qui s'est passé au XVIe siècle, que j'appelle la colonisation alphabétique, c'est-à-dire l'arrivée du papier, de l'écriture, de la langue espagnole, bien sûr, et du latin, pas simplement au Mexique, mais dans toute l'Amérique. Là, on a obligé les populations amérindiennes qui utilisaient d'autres moyens de communication, d'information, à utiliser ce que nous utilisons, c'est-à-dire les livres, le papier, l'écriture. Et cette colonisation alphabétique, pour moi, qui n'a pas suscité de réaction, comme la colonisation digitale aujourd'hui ne suscite pas de réaction, me paraissait intéressant de plonger dans ces mécanismes profonds pour essayer, c'est un retour sur le présent, de mieux comprendre ce qui est en train de m'arriver et le monde dans lequel je vis, et qui est un monde qui n'est pas celui pour lequel j'étais préparé quand j'étais à votre place au lycée Henri IV, vous imaginez bien. Ça, c'est le moteur. La source, elle est importante. Il faut savoir que, à cause de cette colonisation alphabétique, les Indiens du Mexique en particulier ont laissé énormément de traces écrites. Des dizaines de milliers de pages. Ils ont laissé aussi des livres. Ces livres ont été imprimés, ça a été parmi les premiers livres imprimés hors d'Europe, c'est-à-dire en Amérique, donc au Mexique. Et là, j'ai choisi un livre qui me paraissait assez exceptionnel, qu'on appelle la Psalmodia Christiana. C'est un ensemble, c'est un livre de chants religieux, d'hymnes, avec une particularité. Donc, il est imprimé, mais il est écrit dans la langue des Aztèques, c'est-à-dire le nahuatl, mais il est destiné à être chanté et dansé à l'intérieur des églises. Donc, j'ai regardé de très près ce texte pour voir non seulement comment les traits indigènes, puisqu'évidemment il s'agit de ceux qui savaient lire et écrire, qui ont appris, c'est-à-dire les fils de la noblesse, ont assimilé l'écriture alphabétique, sont entrés dans le monde alphabétique, mais comment aussi à un certain moment, et pour moi c'est une chose importante aujourd'hui quand on réfléchit sur le monde digital, comment ils se sont appropriés une chose qu'on leur a absolument imposée. Et ils se sont appropriés justement cet usage de l'écriture qu'ils ont détourné de ses fins premières. Alors évidemment, ils ont fait des traductions, ils ont travaillé pour les missionnaires, ils ont fait des livres religieux, mais ils ont aussi utilisé l'écriture pour sauver la mémoire de leur civilisation. Et on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais tout ce que nous savons sur les Mayas, sur les Aztèques, sur les Incas, vient de ces Indiens qui ont appris à lire et à écrire. Si on ne les avait pas obligés à lire et à écrire, s'ils n'avaient pas utilisé cet outil, nous n'en saurons rien. Donc, c'est important pour des gens qui sont, comme vous peut-être, de futurs historiens, pour moi qui suis historien, cette présence, omniprésence de l'écriture. L'écriture a servi aux Espagnols à construire une société coloniale. On ne peut pas construire des sociétés depuis
l'Espagne, en Amérique, mais aussi aux Philippines, et pour les Portugais en Inde, sans avoir ce moyen de communication, d'information, d'enregistrement fondamental qu'est l'écriture. Donc c'est un instrument, c'est l'écriture, la colonisation par l'écriture est la forme la plus insidieuse et la plus forte de colonisation, puisque ça, on ne décolonise pas. Mais en même temps, les populations qui ont dû passer dans un système qui est l'écriture, et l'écriture, ce n'est pas simplement une question de technique ou de technologie, ce n'est pas simplement manier des algorithmes, ou si on veut, si c'est manier des algorithmes, c'est changer sa conception de rapport avec le réel. C'est-à-dire quand on écrit le latin, quand on écrit l'espagnol, on pense autrement. Et pour moi qui m'intéresse depuis très longtemps au métissage, j'ai été fasciné par cette société indigène, ces élites indigènes, ces lettrés qui sont capables de fonctionner sur les valeurs, les catégories mentales du monde préhispanique et sur les catégories qu'ils reçoivent de l'Europe, c'est l'Europe d'Erasme, de la Renaissance, c'est l'aristotélisme. Et donc on a des gens d'une richesse extraordinaire puisqu'ils sont capables de jongler entre deux univers conceptuels. Il ne s'agit pas de faire de l'histoire culturelle. Hein. Le mot culture n'a jamais voulu rien dire et c'est un mot culturel et culture à bannir. C'est de l'histoire intellectuelle.